16 000 hectares réduits en cendres en l'espace de 24 heures. C'est difficilement imaginable. Les pompiers n'ont pas encore gagné le combat contre les flammes. Mais cet incendie historique laisse d'ores et déjà derrière lui un paysage noirci et dévasté. Pour mieux mesurer l'ampleur de la catastrophe, ces images impressionnantes de Léa Merlier, Lisa Ducaso et Manon Scarzello. C'est sans doute depuis le ciel que l'on mesure le mieux la violence et l'étendue de l'incendie. Lorsque notre équipe survole la zone ce matin, elle aperçoit des dizaines de panaches de fumée, signe de reprise de feu. C'était Agathe. On voit là-bas, ça reprend. Hein. Là, je pense qu'il y en a un là, qui commence à reprendre aussi ici à droite. Difficilement, quelques pompiers tentent de se frayer un chemin dans le massif pour les atteindre. Avec le camion, Notre journaliste à bord décrit l'ampleur de la destruction. C'est un paysage lunaire, apocalyptique que nous survolons. Le panache de fumée noire a laissé la place à une fumée blanche où nous distinguons encore des fumerolles. Partout où le regard se pose, des collines calcinées. Cette vision saisit aussi le pilote, habitué à voler au-dessus de la région. La zone sinistrée, elle est juste gigantesque. Regarde, il y a du feu là-bas et tout, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est presque incroyable que le feu ait pu parcourir autant de distance, quand même. Celui que l'on surnomme l'ogre des Corbières a laissé derrière lui des paysages noircis sur près de 30 km. Ici, la commune de Ribotte, d'où le sinistre a débuté, il y a moins de 48 heures. Le feu, a priori, est parti de là, sur la route, juste sur notre gauche, sur la commune de Ribotte. Le vol doit s'interrompre pour laisser place aux Canadair et à leur largage. Un rappel que l'incendie est toujours actif. Avec plus de 2000 pompiers qui sont toujours mobilisés ce matin dans le massif des Corbières pour tenter de fixer cet incendie. C'est une journée décisive de bascule. Où en sont-ils à l'heure actuelle? On fait le point avec Lise Cloy et Justine Cerquera. C'est l'une de leurs techniques les plus efficaces, les contre-feux. Ce matin, ils sont une quinzaine de pompiers à brûler 300 mètres de végétation pour former comme un bouclier et empêcher la propagation des flammes. L'aliment principal pour un feu de forêt, c'est la végétation fine et la végétation rase, c'est-à-dire des végétations très basses, très denses, extrêmement combustibles. Une fois ces herbes brûlées, l'incendie ne peut plus avancer. Travail de longue haleine, après une nuit déjà éprouvante, où leurs collègues ont lutté dans une zone particulièrement difficile d'accès. Ce qui peut être dangereux, c'est s'il y a du vent, que les braises s'envolent et fassent reprendre, si vous voulez, tout ce qui est la végétation verte qui n'a pas brûlé. Le vent, inquiétude principale des pompiers, pourrait en fait leur venir en aide. Depuis hier, il a changé de sens et se dirige maintenant vers le sud-est. Il oriente donc les flammes en direction de zones déjà brûlées. Son taux d'humidité a aussi plus que doublé et pourrait diminuer l'intensité du feu. Mais à cette heure, des rafales continuent de raviver les braises. Les largages s'enchaînent par hélicoptère ou grâce aux 4 Canadair qui se relaient. Dans le ciel comme au sol, pas une minute de répit, comme l'a constaté notre équipe sur place. Ici, les fumées sont encore bien présentes, ce qui veut dire que le feu peut reprendre à tout moment. Nous sommes avec une équipe de pompiers qui est justement venue éteindre les premières braises pour que le feu ne se propage pas davantage. Pour prendre les devants, ces marins-pompiers venus de Marseille partent en reconnaissance. On s'attache à éviter les reprises de feu en ciblant les zones qui pourraient reprendre. Secondés aussi par les habitants eux-mêmes, qui surveillent la moindre fumée et viennent les prévenir. J'ai vu des flammes rouges, comme ça, qui s'arrêtent et qui remontent comme ça, juste, qui peut-être demandent de cavaler. Je me suis dit qu'il fallait que je le signale. C'est juste là. Plus de 2000 pompiers sont toujours engagés. L'inquiétude grandit à mesure que la température monte, un peu plus heure par heure. Et vous l'avez vu, nos équipes sont au contact de ces marins-pompiers. Ils luttent toujours contre cet incendie et craignent les reprises, notamment à cause du vent. Exemple à Saint-Laurent de la Cabrerie, où nos correspondants Baptiste Guéné et Pierre Dehorne sont à leur côté.
Nous sommes ce matin avec une colonne composée de marins-pompiers de Marseille et de sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. 14 hommes, 4 camions qui sont venus prêter main forte aux pompiers de l'Aude. Leur mission ce matin, protéger le village en contrebas et surveiller une zone immense. Regardez, venez, on va vous montrer pour vous donner un ordre d'idée. Elle s'étend jusqu'au pied de la colline là-bas tout au fond. La crainte des soldats du feu aujourd'hui, ce sont évidemment les reprises. Regardez, on peut en apercevoir une juste là-bas. Et la situation ne devrait pas s'améliorer cet après-midi car le vent se lève à nouveau sur zone avec des rafales à plus de 40 km/h. Et même une fois les flammes éteintes, le cauchemar est loin d'être terminé pour les sinistrés. Panne d'électricité, routes coupées, démarches d'assurance. Comment remettre les villes sur pied au plus vite? C'est le nouveau casse-tête dans les communes touchées. Exemple à Jonquière où nos correspondants Corentin Madère, Agathe Viguier et Paul Bouffard ont passé la matinée avec le maire. À chaque retour, c'est un pincement au cœur. Jacques, le maire de Jonquière, est l'un des seuls à pouvoir accéder à sa commune. Ça nous inspire un sentiment de mort. Tout est mort. Ce matin, son village est encerclé par les braises, encore fumantes. Les pompiers quand le camion de pompiers va descendre pour faire une intervention un peu plus bas, donc on va les laisser passer. Depuis 2 jours, plus d'eau, plus d'électricité, plus de communication. L'antenne a brûlé. Ah oui, l'antenne elle est HS. Là, il y a un point FH aussi qui est brûlé. Oui. Jonquière est presque coupée du monde. Les supports, les poteaux sont à terre, ils ont brûlé. Les fils sont carbonisés. Sur place, le maire constate les dégâts. Cette maison d'habitation a été complètement détruite. 20 maisons habitées, 8 calcinées. L'émotion est trop forte. Oui. Presque les larmes aux yeux. C'est terrible, terrible. Ce sont des vies qui disparaissent. Parce que vous avez toute l'accumulation de votre passé qui est là. Et brutalement, l'espace de 1 heure, paf, tout est parti. Certains habitants ont préféré rester au chevet de leur maison. Jacques va à leur rencontre. Sur les vignes, je ne sais pas si tu as eu des dégâts. Non, ça fait le pourtour des vignes, les rangées du bois, on peut sécher. Oui. C'est pas beaucoup. Oui. Ça a été bien protégé. Oui. C'est ma fonction, c'est mon rôle d'élu. Voilà. Vous récoltez des témoignages Des témoignages et puis agir en conséquence. Voilà. Un village fantôme, car le maire ne sait pas quand ses administrés pourront revenir chez eux. Au total, 1 millier d'habitants ont dû être évacués au cours de ces dernières 48 heures. La solidarité s'est organisée un peu partout. Des foyers communaux se sont improvisés pour accueillir ces sinistrés. Certains d'entre eux ont pu regagner leur domicile ce matin et constater l'ampleur des dégâts. Solène Cornuau et Marion Laradé étaient avec eux. De retour chez lui, David constate les dégâts. C'est pas rigolo, les jeux des enfants, trampoline. Là-bas, on voit la balançoire. Bon, évidemment, c'est réduit en cendres. C'est difficile parce qu'on perd tout. On perd tout d'un coup. C'est donc en famille qu'ils s'organisent pour tout nettoyer. Il y a la chaîne surtout qui a sauté là. Il faudrait s'occuper de remettre la chaîne sur la tronçonneuse. Maintenant, il faut nettoyer un peu les branches, les arbres. À 5 km de là, dans ce camping, 150 vacanciers évacués peuvent revenir chercher leurs affaires. Comme Catherine, elle ne prend que l'essentiel. Quelques sous-vêtements et puis 2-3 changes et puis voilà, parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Cet autre touriste préfère lui tout ranger et quitter la région. Dans nos têtes, on se dit que même une fois le feu éteint, il y aura toujours sous surveillance et il sera toujours menaçant. Prendre en charge les évacués, mais aussi les 2000 pompiers sur le terrain. Dans cette salle des fêtes, des bénévoles en accueillent plus de 200 chaque jour. On est en train de préparer des sacs pour que les pompiers puissent les amener avec eux sur le terrain, en fait, parce qu'il y en a qui sont bloqués. Du sucré, du salé, et après ils choisissent leur sac. Des centaines de sacs par jour, ces habitants du village veulent se rendre utiles. On est non-stop sur les approvisionnements, on reçoit les dons qui arrivent de partout. Il y a des élans de solidarité qui se sont mis en place très très rapidement et on a énormément de soutien. Une entraide qui surprend ces soldats du feu. D'habitude, on reçoit des cailloux et là, on reçoit des applaudissements. Des fois, ça nous prend le cœur. On se rend compte qu'on est utile et qu'on sert vraiment à quelque chose pour les aider dans leur malheur qu'il y a aujourd'hui. Cette solidarité va se poursuivre dans les prochains jours
Déjà, de nouveaux dons arrivent pour aider les bénévoles. Autre victime des flammes, les vignes de la région ont été entièrement dévorées. Celles qui ont servi de rempart ont été envahies par la fumée. Dans tous les cas, le raisin ne pourra pas être récolté. C'est un énorme coup dur à quelques jours du début des vendanges. Marine Brossard, Kelvin Ginlac et Lucie Glasson. J'ai tout perdu, regardez. À 3 semaines des vendanges, Christian Bensem a perdu 100% de sa récolte. Pendant toute l'année, on prépare un choix, on soigne ces vignes pour qu'elles soient les plus belles possibles. Et puis voilà, c'est la désolation. Aucune de ces grappes ne pourra être utilisée. Les raisins, ils sont nourris par la feuille et par les rameaux. Et du moment que les rameaux sont secs, le raisin n'est plus nourri. Pour la coopérative qui transforme le raisin de Christian et d'autres viticulteurs, c'est 80% de ce vignoble historique qui est touché. On a passé 2 guerres. Et là, en 24 heures, la survie de la coopérative est vraiment en danger. La viticulture ici était déjà en perte de vitesse. Conséquence, des parcelles entières de vignes arrachées car plus assez rentables, des zones de végétation où le feu se propage désormais extrêmement rapidement. Là, on a l'exemple typique d'une ancienne vigne qui a été arrachée, où on a des petites arbustes qui ont commencé à repousser. À partir du moment où c'est plus du tout travaillé, ça se transforme très vite en garrigue, avec plein de pousses différentes, de différentes hauteurs. Et là, ça devient vraiment hyper inflammable. Dans le département de l'Aude, des milliers d'hectares de vignes ont ainsi été arrachés. Autant de pare-feux naturels retirés du paysage. Vu du ciel, le constat est édifiant. Les vignes sont les seules zones qui ne sont pas carbonisées. Elles freinent la progression des flammes. Mais cette barrière naturelle diminue d'année en année dans plusieurs régions. Les professionnels bénéficient de primes à l'arrachage, car ils n'arrivent plus à écouler leur vin. Quand la vigne a disparu, comme ici en Provence, voilà à quoi ressemble le sol. C'est de la braise, ça. Hein. Ça brûle comme de l'étoupe. Pour freiner les incendies, il faudrait donc permettre aux agriculteurs d'entretenir ces terres abandonnées. Si on veut arrêter les incendies, il faut aider les gens qui ont les moyens de le faire, qui sont sur le terrain pour le faire, à le faire. Autrement dit, les indemniser pour cela. Dans toute la France, 26 000 hectares de vignes ont été arrachés rien que l'an dernier.